Chapitre 1. La vie parfaite. Gordon Quinn avait construit sa vie brique par brique, comme son père le lui avait appris. À 38 ans, il possédait Quinn Construction. Une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les rénovations commerciales, l'entreprise n'était pas tape à l'œil, mais elle était solide. 15 employés à temps plein, des contrats réservés 6 mois à l'avance. Une réputation de terminer les travaux en avance sur le planning. Il avait rencontré Camille Hutchins 7 ans plus tôt lors d'un gala de charité sponsorisé par son entreprise. Elle avait 26 ans à l'époque, travaillait comme coordinatrice d'événements, belle de cette manière effortless qui rendait les hommes stupides. Gordon n'était pas du genre stupide, mais il se sentait seul après la mort de sa mère, et Camille comblait des vides dans sa vie qu'il n'avait pas su exister. Ils s'étaient mariés dans l'année. Leur fille, Sophie, était arrivée 2 ans plus tard et avait maintenant 5 ans, avec les cheveux noirs de Camille et ce que Gordon croyait être ses yeux gris à lui. Mais dernièrement, les fondations qu'il avait construites semblaient instables. Camille s'était éloignée, toujours sur son téléphone, prenant des appels dans d'autres pièces. Quand il lui demandait ce qui se passait, elle blâmait le stress de son nouveau poste de directrice des événements au Grandview Hotel. Il voulait la croire. La vasectomie avait été son idée à elle. « Gordon, nous avons Sophie, elle est parfaite. Pourquoi risquer une autre grossesse à mon âge ?» Camille l'avait dit si raisonnablement, sa main sur son bras. « De plus, tu as dit toi-même que tu voulais te concentrer sur l'expansion de l'entreprise. » Il avait accepté, bien que quelque chose dans son urgence le dérangeât, mais il avait repoussé ce sentiment. Gordon Quinn était un résolveur de problèmes. Pas un inquiet, le docteur Victor Pugh était hautement recommandé. La consultation avait été brève, mais professionnelle. Pugh était dans la quarantaine, confiant comme le sont souvent les chirurgiens, avec des cheveux gris acier et des mains qui bougeaient avec une précision exercée. Procédure simple. M. Quinn. Vous entrerez et sortirez en moins d'1 heure, avait dit Pugh, en jetant à peine un œil pendant qu'il examinait les formulaires de consentement. Le matin de l'intervention, Camille l'avait conduit à la clinique. Elle semblait nerveuse, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises dans la salle d'attente. « Ça va ?» avait demandé Gordon. « Bien, juste inquiète pour toi ?» Elle avait embrassé son front, mais ses yeux s'étaient dirigés vers le couloir où le docteur Pugh venait de disparaître. L'anesthésie était arrivée en 4 heures. Gordon avait senti la dérive familière de la conscience qui s'éloignait, tandis que l'infirmière chirurgicale, une jeune femme aux yeux fatigués, ajustait les moniteurs au-dessus de lui, comptait à rebours à partir de 10. M. Quinn, avait-elle instruit. 10, 9, 8, puis rien, jusqu'à ce que les voix le ramènent à la surface. Chapitre 2. La conversation. L'esprit de Gordon flottait dans cet espace étrange entre la conscience et le sommeil. Il pouvait entendre des voix, mais ne pouvait pas ouvrir les yeux, ne pouvait pas bouger. L'anesthésie le maintenait en suspension. Sa femme est-elle encore dans la salle d'attente? La voix du docteur Pugh, basse et tendue. « Oui, docteur ?» L'infirmière. Elle semblait incertaine. « Bien, après qu'on ait fini, j'ai besoin que vous lui donniez cette enveloppe. Ne le laissez pas la voir. Elle sait que ça arrive. » Le rythme cardiaque de Gordon s'était accéléré, mais les moniteurs n'avaient pas sonné. Les médicaments dans son système gardèrent son corps immobile, même si son esprit hurlait à pleine alerte. Il s'était concentré pour garder sa respiration régulière. Ses yeux fermés. « Docteur, je ne suis pas à l'aise. » L'infirmière avait commencé. « Vous êtes payé pour assister, pas pour avoir des opinions. Donnez-lui l'enveloppe quand il sera en récupération. Elle sera seule dans la salle de consultation. Compris ?» Une pause. « Oui, docteur ?» Gordon avait entendu du papier froissé, puis des pas s'éloignant. Il s'était forcé à rester immobile pendant que l'intervention continuait. Son esprit parcourait des possibilités, chacune pire que la précédente. Qu'y avait-il dans cette enveloppe? Pourquoi Camille savait-elle que ça arrivait? Depuis combien de temps planifiait-il cela? 30 minutes plus tard, on l'avait roulé en salle de récupération. Il avait gardé les yeux presque fermés, observant à travers des paupières fendues, tandis que l'infirmière, son badge indiquant Red Torres, se déplaçait nerveusement dans la pièce. Elle jetait sans cesse des regards vers la porte gazée, vers l'enveloppe partiellement visible dans la poche de sa blouse. Camille était apparue dans l'embrasure de la porte. « Puis-je le voir? Il sort encore de l'anesthésie », avait dit l'infirmière Torres. « Le docteur Pugh voulait vous parler d'abord. Salle de consultation 2. Au bout du couloir. »« Parfait, » avait pensé Gordon. « Il pense que je suis encore inconscient ?» Dès que Camille était partie, Gordon avait forcé ses yeux à s'ouvrir plus grands. « De l'eau ?» avait-il croassé. L'infirmière Torres avait sursauté. « M.
Quinn, vous vous réveillez plus tôt que prévu. Salle de bain, avait-il réussi à dire, en s'asseyant prudemment. Sa tête tournait réellement à cause de l'anesthésie, mais son esprit était aiguisé comme un rasoir. « Laissez-moi vous aider, je gère. » Il s'était levé, plus stable qu'il n'aurait dû l'être, et avait traîné les pieds vers la petite salle de bain connectée à la salle de récupération. Une fois dedans, il avait verrouillé la porte et s'était déplacé rapidement vers la petite fenêtre qui donnait sur le couloir. De cet angle, il pouvait voir directement dans la salle de consultation, à travers sa fenêtre intérieure. Camille était assise en face du docteur Pugh. Le chirurgien lui avait tendu une enveloppe, la même que Gordon avait entendu discuter. La main de Camille avait tremblé en l'ouvrant. Il avait vu son visage se transformer. Choc. Puis quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Puis des larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Gordon avait été marié à cette femme pendant 6 ans. Il connaissait ses expressions. C'étaient des larmes de soulagement. Le docteur Pugh avait tendu la main par-dessus la table, posé la sienne sur celle de Camille. Le geste était trop familier, trop intime. Il parlait. Gordon ne pouvait pas entendre les mots, mais il pouvait lire le langage corporel. Ce n'était pas un médecin consolant la femme d'un patient. C'était autre chose entièrement. Camille avait jeté un regard vers la porte, rangé l'enveloppe dans son sac et essuyé ses yeux. Elle s'était levée, et Pugh aussi. Pendant un instant, leurs mains s'étaient attardées ensemble. Gordon s'était éloigné de la fenêtre et avait vraiment vomi dans les toilettes. L'anesthésie, la trahison, la fureur pure montant dans sa poitrine, tout cela se combinait en une révulsion physique. Quand il était sorti, pâle et tremblant, l'infirmière Torres semblait inquiète. « Quinn, vous devriez vous asseoir. Où était ma femme? Elle vient de partir. Elle a dit qu'elle avait une urgence au travail, mais elle viendra vous chercher dans 2 heures quand vous serez autorisé à partir. » Bien sûr qu'elle l'a fait. Gordon avait hoché la tête lentement, son esprit travaillant déjà sur les étapes suivantes. « Puis-je me reposer ici? Fermez la porte. Bien sûr, je viendrai vérifier dans 30 minutes. » Dès qu'elle était partie, Gordon avait sorti son téléphone. L'anesthésie se dissipait rapidement. Peut-être l'avait-il métabolisé plus vite que prévu, ou peut-être l'adrénaline pure la brûlait-elle. Il avait ouvert son application Secure Note et commencé à taper tout ce qu'il avait vu et entendu. Puis il avait passé un appel. « Wayne Riddle Investigations », avait répondu une voix bourrue. « Wayne, c'est Gordon. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, et j'ai besoin d'une discrétion absolue. » Wayne Riddle avait été l'ami de Gordon depuis le lycée. Après 20 ans comme enquêteur sidé dans l'armée, Wayne avait ouvert une agence d'investigation privée dans leur ville natale. Il était minutieux, loyal et complètement digne de confiance. « Dis-le, j'ai besoin que tu fasses une vérification approfondie sur le docteur Victor Pugh. Tout, où il a travaillé, les plaintes, sa vie personnelle, ses dossiers financiers si tu peux y accéder, et j'ai besoin d'une surveillance sur ma femme. Camille, à partir d'aujourd'hui, silence à l'autre bout. Puis, Gordon, qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. Peux-tu le faire? Considère ça comme fait? J'aurai des infos préliminaires demain matin. » Gordon avait mis fin à l'appel alors que l'infirmière Torres frappait à la porte. « Quinn, comment vous sentez-vous? » « Mieux, avait-il dit, en ouvrant la porte avec un faible sourire. « Désolé pour ça, L'anesthésie me frappe toujours durement. » Elle semblait soulagée. « C'est normal. Reposez-vous maintenant. Votre femme sera bientôt de retour. » Mais Gordon ne s'était pas reposé. Il s'était allongé sur le lit de récupération, fixant le plafond, son esprit assemblant les pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas su exister jusqu'à 2 heures plus tôt, quoi qu'il y ait eu dans cette enveloppe. C'était assez important pour qu'un chirurgien risque sa licence médicale, assez important pour que Camille l'abandonne immédiatement après son intervention, assez important pour qu'ils se rencontrent en secret, se touchent les mains comme des amants, et Gordon Quinn allait découvrir exactement ce que c'était. Chapitre 3. L'enquête commence. 2 jours plus tard, Gordon était assis dans le bureau de Wayne au-dessus d'une boutique de prêteurs sur gage sur la 7e rue. L'espace était encombré de classeurs, de vieilles tasses à café et d'un mur couvert de cartes et de photographies. Wayne lui-même ressemblait à un détective sorti d'un roman, 1,88 m, poitrine en baril, avec une barbe grise et des yeux perpétuellement suspicieux. « Tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé ?» avait dit Wayne. En glissant un dossier épais sur son bureau, Gordon l'avait ouvert. La première page montrait l'histoire professionnelle du docteur Victor Pugh. École de médecine de Hopkins. Résidence au Mass General. Certifié en urologie. Dossier propre. Jusqu'à ce que les notes de Wayne mettent en évidence quelque chose d'intéressant. Il y a 3 ans,
Pug travaillait à l'Hôpital Center. Catherine's à Boston, avait expliqué Wayne. Il est parti abruptement. Aucune raison officielle donnée hier. Mais j'ai appelé un ami qui travaille dans l'administration hospitalière. La rumeur disait qu'il était impliqué avec la femme d'un patient. Les dirigeants de l'hôpital lui ont donné le choix, démissionner discrètement ou faire face à une enquête éthique. Et il a choisi de démissionner. Il a déménagé ici, rejoint le Riverside Medical Center, gardé son nez propre. Publiquement, en tout cas, Wayne avait sorti un autre document. Mais voilà où ça devient intéressant. Pug possède un condo dans les Riverside Towers, endroit cher, bien au-dessus de ce qu'un chirurgien dans un centre médical de niveau moyen devrait pouvoir se permettre. J'ai creusé dans ses finances. Comment as-tu fait? Ne pose pas de questions auxquelles tu ne veux pas de réponse. Gordon. Wayne avait souri. Le point est que Pug reçoit des dépôts en espèces réguliers, 5 000 ici, 8 000 là, toujours juste en dessous du seuil de déclaration. Ça remonte à environ 2 ans. Gordon avait senti son estomac se serrer. 2 ans, c'est quand Camille a commencé son nouveau boulot au Grandview. Exact. Et devine où se trouve le condo du docteur Pug. Laisse-moi deviner. Vue directe sur le Grandview Hotel, Wayne avait hoché la tête sombrement. J'ai une équipe de surveillance sur ta femme depuis les 48 dernières heures. Elle est allée à ce condo 3 fois. Une fois le jour de ton opération, une fois hier après-midi, et une fois ce matin après avoir déposé Sophie à l'école. Le dossier contenait des photographies. Camille entrant dans les Riverside Towers, Camille dans le hall, Camille entrant dans un ascenseur. Les horodatage montraient qu'elle était restée entre 90 minutes et 3 heures à chaque visite. Les mains de Gordon s'étaient serrées autour du dossier. Ils ont une liaison, on dirait bien. Mais il y a plus. Wayne avait sorti un autre ensemble de documents. J'ai aussi fait une vérification sur Camille. Savais-tu qu'elle a grandi à Boston? Gordon avait levé les yeux brusquement. Elle m'a dit qu'elle était de Rhode Island. Elle a menti, née et élevée à Boston. A fréquenté le Boston College. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements pour le Fairmont Copley Plaza, là où le Dr Pug vivait pendant son temps à St. Catherine's Hospital. Les implications avaient frappé Gordon comme un coup physique. Ils se connaissaient avant. Avant qu'elle me rencontre, c'est ma théorie. J'ai un chercheur qui tire des archives de réseaux sociaux et d'anciennes pages sociétés des journaux. S'ils ont été vus ensemble à des événements à l'époque, on le trouvera. Gordon s'était levé et avait marché vers la fenêtre. Regardant la rue en bas, une femme poussait une poussette. Un homme promenait son chien, des gens normaux vivant des vies normales. Ignorant que l'existence entière de Gordon Quinn avait été révélée comme un mensonge soigneusement construit, qu'y avait-il dans l'enveloppe ? Avait demandé Wayne doucement. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Gordon s'était tourné vers son ami. J'ai besoin que tu continues la surveillance. Documente tout. Où elle va? À qui elle parle? Combien de temps elle reste? J'ai besoin de savoir si quelqu'un d'autre est impliqué dans tout ça. Gordon, si tu penses à faire quelque chose, je pense à me protéger et à protéger ma fille. La voix de Gordon était devenue froide. Quelqu'un m'a joué pendant des années. Wayne? Quelqu'un pensait pouvoir m'utiliser. Et je vais découvrir pourquoi. Wayne l'avait étudié un long moment. Le Gordon Quinn que je connaissais au lycée aurait chargé en balançant des coups. Tu es devenu plus intelligent? Je suis devenu patient. Il y a une différence? Au cours de la semaine suivante, Gordon avait joué le rôle du mari en convalescence à la perfection. Il grimaçait de manière appropriée en se levant des chaises. Il laissait Camille s'agiter autour de lui avec des poches de glace et des médicaments contre la douleur. Il souriait à Sophie et l'aidait avec ses devoirs de maternelle pendant que Camille prenait des appels de travail de plus en plus fréquents dans leur chambre. Mais à chaque moment, il observait, cataloguait, planifiait. Il avait remarqué que Camille avait commencé à verrouiller son téléphone, chose qu'elle n'avait jamais faite avant. Elle avait changé le mot de passe de son ordinateur portable. Elle supprimait les messages textes immédiatement après les avoir lus. Erreur d'amateur, avait pensé Gordon. Elle pense que je suis trop confiant pour remarquer. Au jour 6, il avait fait son mouvement. Camille avait laissé son sac sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle se douchait. Gordon avait peut-être 7 minutes. Il s'était déjà préparé. Il avait commandé une petite caméra chez le fournisseur d'équipement de sécurité de Wayne, pas plus grande qu'un bouton. Dans le sac de Camille, il avait trouvé son téléphone de rechange. Bien sûr, elle avait un téléphone de rechange. Il l'avait allumé rapidement, pas de mot de passe sur celui-ci. Arrogant de sa part, et avait commencé à photographier tout. Des messages textes à Victor, des heures de rendez-vous, un langage codé qui n'était pas vraiment codé du tout. Puis il avait trouvé les photos, des documents médicaux, des résultats de laboratoire.
L'en-tête indiquait Riverside Medical Center, analyse de paternité. Le cœur de Gordon s'était arrêté. Les résultats montraient une comparaison d'ADN entre l'échantillon A, Gordon Quinn, et l'échantillon B, mineur femelle, Sophie Quinn. Probabilité de paternité, 0%. Le papier tremblait dans ses mains. Il l'avait photographié rapidement, son esprit luttant pour traiter ce qu'il voyait. Sophie n'était pas sa fille. 5 ans d'histoires au coucher. De genoux écorchés, de premiers jours d'école, tout construit sur un mensonge. Mais même à travers le choc et la rage, une partie de l'esprit de Gordon notait quelque chose d'étrange dans le document. Les dates ne collaient pas tout à fait. La date de collecte de l'échantillon pour lui était listée comme 3 semaines plus tôt. Avant sa vasectomie, quand avait-il collecté son ADN? Il avait entendu la douche s'arrêter. Rapidement, Gordon avait remis tout dans le sac de Camille exactement comme il l'avait trouvé, éteint le téléphone de rechange et s'était déplacé vers l'évier de la cuisine pour laver la vaisselle. Forçant ses mains à rester stables, Camille était sortie 15 minutes plus tard, cheveux humides, portant son peignoir en soie préférée. Elle lui avait souri, ce même sourire qui l'avait autrefois fait se sentir l'homme le plus chanceux du monde. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?» avait-elle demandé, en embrassant sa joue. « Beaucoup mieux », avait répondu Gordon, en lui rendant son sourire. « En fait, je pensais qu'on devrait faire quelque chose de spécial ce week-end. Juste nous 3 ? Peut-être ce nouveau restaurant italien que Sophie demande ?» Le sourire de Camille avait faibli presque imperceptiblement. « Ce week-end, j'ai en fait un événement de travail, le gala de charité du maire. Tu sais à quel point c'est important ? Bien sûr. Peut-être le week-end prochain alors ? Absolument. » Elle avait serré son bras et était passée devant lui pour prendre son sac. Gordon l'avait regardé vérifier que tout était en place. Satisfaite. Elle était montée à l'étage. Gordon avait sorti son téléphone et envoyé un message à Wayne. « Trouvez le contenu de l'enveloppe. On doit se voir. » Ce soir, la réponse était arrivée immédiatement. « J'ai des nouvelles aussi. 20h à mon bureau. » Chapitre 4. Les connexions. Le bureau de Wayne était sombre, sauf pour la lampe de bureau. Quand Gordon était arrivé à 20h, son ami avait étalé des documents sur toutes les surfaces disponibles. Un réseau d'araignées de connexion qui faisait tourner la tête de Gordon. « Avant que tu me dises ce que tu as trouvé, regarde ça !» avait dit Wayne, en pointant une photographie agrandie sur son mur. Elle montrait un événement de charité d'il y a 7 ans à Boston. À l'arrière-plan, à peine visible, une Camille Hutchins plus jeune se tenait à côté du docteur Victor Pugh. Ils étaient à un collecteur de fonds pour l'hôpital St. Catherine's. Ils se connaissaient, avait dit Gordon platement, à Boston. Avant tout ça, se connaissaient. Gordon. Ils étaient fiancés. La pièce avait basculé. Quoi ? Wayne avait sorti un extrait de journal du Boston Globe, page société, daté d'il y a 8 ans. Le titre disait Camille Hutchins. Mondaine de Boston annonce ses fiançailles avec le docteur Victor Pugh. Il y avait une photo. Camille, plus jeune et radieuse, levant sa main gauche pour montrer une bague de fiançailles. Pugh se tenait à côté d'elle, l'air possessif et fier. Que s'est-il passé ? La voix de Gordon était sortie étranglée. D'après ce que je peux reconstituer à partir d'anciens posts sur les réseaux sociaux et d'amis d'amis. Les fiançailles ont échoué environ 6 mois après cette annonce. Pugh était déjà marié à une femme nommée Julia Pugh. Il avait une liaison avec Camille, lui avait promis de quitter sa femme mais ne l'avait jamais fait. Camille l'a découvert quand Julia s'est présentée à son appartement. Wayne avait sorti plus de documents. Julia a demandé le divorce peu après. Ça a tourné au vinaigre. Elle l'a ruiné. A pris la maison, la moitié de sa pension, une pension alimentaire substantielle. C'est pourquoi Pugh vit dans un condo au lieu d'une mansion. Le divorce l'a décimé financièrement et Camille a disparu de la société de Boston. A rendu ses réseaux sociaux privés, a arrêté d'apparaître aux événements. Environ 6 mois plus tard, elle a refait surface à Providence, Rhode Island. Travaillant dans un hôtel différent, c'est la version de son histoire qu'elle t'a vendue. Gordon s'était effondré dans une chaise, puis elle a déménagé ici, dans ma ville, m'a trouvé. Gordon, je ne pense pas qu'elle t'ait trouvé au hasard. Regarde ça. Wayne avait étalé plus de documents, des enregistrements de propriété, des dépôts commerciaux. Quand as-tu rencontré Camille ? Il y a 7 ans, au gala de charité de l'hôpital pour enfants, sponsorisé par mon entreprise. Exact. Maintenant, regarde qui a planifié cet événement. Wayne avait glissé une facture. La coordinatrice d'événements listée était Camille Hutchins. Contractée via le service de planification d'événements du Grandview Hotel, elle venait de commencer au Grandview, avait dit Gordon lentement. Elle m'a dit que c'était son premier grand événement dans une nouvelle ville.
qu'elle était nerveuse de faire bonne impression. Maintenant, regarde quand Pug a déménagé dans cette ville et rejoint le Riverside Medical Center. Gordon avait vérifié les dates, il y a 7 ans et 2 mois, juste avant que Camille arrive. Ils ont planifié ça, avait murmuré Gordon. Depuis le début, ils ont déménagé ici ensemble. Elle a pris un boulot qui la mettrait en contact avec des hommes riches. Et elle m'a ciblé spécifiquement. Queen Construction était en vedette dans la section affaires 2 mois avant ce gala, avait dit Wayne. Un article sur ton entreprise remportant le contrat pour rénover l'ancien palais de justice. Il mentionnait que tu étais célibataire, 31 ans, et que tu venais d'hériter de l'entreprise après la mort de ton père. Tu étais vulnérable et riche, la cible parfaite. Les pièces s'étaient assemblées avec une clarté horrifiante, la romance tourbillonnante. L'empressement de Camille à se marier, la grossesse qui était arrivée si vite, Sophie, avait dit Gordon soudainement. Le test de paternité, Wayne. Quand est-elle née? Wayne avait vérifié ses dossiers. Le 15 juillet, il y a 6 ans, vous vous êtes mariés en novembre. Il y a 7 ans, Gordon avait fait le calcul, ce qui signifie que Camille serait tombée enceinte en octobre. À peine un mois après notre rencontre, ou elle était déjà enceinte quand elle t'a rencontré. La rage qui avait balayé Gordon était froide et calculatrice. Montre-moi ce que tu as trouvé d'autre. Wayne l'avait exposé pièce par pièce, des dossiers financiers montrant que Camille avait systématiquement pris de l'argent de leur compte joint, de petites sommes, jamais assez pour attirer l'attention de Gordon. Mais sur 5 ans, ça s'élevait à près de 200 000 $. Des enregistrements du condo des Riverside Towers au nom de Pug. Mais avec Camille, listée comme invitée autorisée avec sa propre carte clé, datant d'il y a 3 ans, elle mène une double vie, avait dit Gordon, jouant la femme et la mère dans ma maison tout en maintenant une relation avec Pug. Mais pourquoi passer par tout ça? Pourquoi ne pas simplement divorcer de moi? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Wayne avait sorti le dernier ensemble de documents, ta police d'assurance vie. Tu l'as mise à jour il y a 2 ans. Souviens-toi, après la naissance de Sophie, et que tu voulais t'assurer qu'elle soit protégée. Gordon s'en souvenait. 2000 000 $ avec Camille comme unique bénéficiaire si quelque chose lui arrivait. Sophie hériterait quand elle aurait 25 ans. Mais jusque-là, Camille contrôlerait tout. Ils attendent que je meure, avait dit Gordon lentement. Mais je suis en bonne santé. Je pourrais vivre encore 40 ans, à moins que quelque chose t'arrive. Un accident. Peut-être les chantiers de construction sont des endroits dangereux. La voix de Wayne était sombre. Je ne dis pas qu'ils planifient activement de te tuer, mais avec cette police d'assurance vie et la manière dont ils ont positionné tout. Ils préparent leur stratégie de sortie. Gordon s'était levé et avait arpenté le petit bureau, la vasectomie. Camille a insisté. Pourquoi? Peut-être pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'autres enfants. Pas de revendications supplémentaires sur l'héritage. Mais Gordon pensait au test de paternité, les dates qui ne collaient pas. Wayne, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu accéder à des dossiers médicaux? Ça dépend de quel dossier et à quel point tu veux que ce soit légal. Pas très légal. J'ai besoin de savoir si le docteur Pug m'a traité comme patient avant la vasectomie. J'ai besoin de savoir quelles interventions j'ai eues au Riverside Medical Center. Wayne avait pris note. Je verrai ce que je peux faire. Ça pourrait prendre quelques jours. J'ai aussi besoin que tu trouves Julia Pug. L'ex-femme. Je veux lui parler. Pourquoi? Parce que si quelqu'un sait comment Victor Pug opère, c'est la femme qui l'a trahi, et je parie qu'elle adorerait aider à le faire tomber. Wayne avait souri, montrant les dents. Maintenant tu penses comme un prédateur au lieu d'une proie. Je la trouverai. Gordon avait ramassé les photographies et documents que Wayne lui avait préparés. Continue la surveillance. J'ai besoin de connaître chaque mouvement qu'ils font. Et Wayne, ouais, quoi qu'il arrive ensuite, ça doit sembler naturel, légal, si possible. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas savoir que je suis sur eux jusqu'à ce que je sois prêt. Tu planifies quelque chose? Je planifie tout. Chapitre 5. Le piège prend forme 3 jours plus tard. Gordon était assis dans un café à Newton, Massachusetts, en face de Julia Pug. Elle avait 49 ans, attractive d'une manière fatiguée, avec des cheveux blonds platine et des yeux qui avaient assez vu trop de déception. Merci de me rencontrer. Madame Pug. C'est Mademoiselle Morrison maintenant? J'ai repris mon nom de jeune fille. Elle avait siroté son latte. L'étudiant, votre ami enquêteur a dit que vous aviez des questions sur Victor. J'assume qu'il a fait quelque chose de terrible. On peut dire ça. Gordon avait glissé une photo sur la table, Camille et Victor entrant ensemble dans les Riverside Towers. Horodatage de la semaine dernière, l'expression de Julia s'était durcie. Camille Hutchins. J'aurais dû savoir qu'elle referait surface éventuellement.
Elle est comme une mauvaise pièce de monnaie. Vous la connaissez? La connaître. Elle a détruit mon mariage. Le rire de Julia était amer, bien que je suppose que Victor ait fait la plupart de ça lui-même. Camille était juste le catalyseur. Jeune, belle, ambitieuse, Victor était au sommet de sa carrière, chef de département à Sainte Catharines, gagnant bien sa vie. Elle a vu un ticket repas. Que s'est-il passé? Julia s'était installée dans sa chaise. Ils se sont rencontrés à un collecteur de fonds hospitaliers. Victor a été immédiatement épris, ou peut-être juste lubrique. Il a commencé une liaison, lui a dit qu'il me quitterait, que nous divorcerions et qu'il l'épouserait, a acheté une bague, a tout rendu public avant même de me dire qu'il voulait partir. Puis, j'ai découvert par un reporter qui appelait pour me féliciter des fiançailles de mon mari avec quelqu'un d'autre. Pouvez-vous imaginer? Le sourire de Julia était tranchant comme du verre. Je suis allé à l'appartement de Camille, lui ai dit exactement quel genre d'homme était Victor. Lui ai montré nos relevés bancaires joints, l'hypothèque sur notre maison qu'il n'avait jamais mentionnée, le fonds universitaire de notre fille qu'il pillait pour des cadeaux à sa maîtresse. Gordon s'était penché en avant. Qu'a-t-elle fait? A rompu les fiançailles immédiatement. Victor était furieux. Il l'avait déjà annoncé publiquement. Et quand ça a échoué, ça a endommagé sa réputation à l'hôpital. L'administration a commencé à poser des questions sur sa conduite. Il a dû démissionner avant qu'il n'ouvre une enquête formelle. Et vous l'avez divorcé? Oh, j'ai fait plus que le divorcer. J'ai pris tout, la maison. Sa pension? Une pension alimentaire lourde. Je voulais qu'il souffre comme il m'avait fait souffrir. Julia avait rencontré les yeux de Gordon, mais voilà ce que vous devez comprendre sur Victor Pugh. Il ne pardonne jamais, jamais. Dans son esprit, Camille et moi avons conspiré pour le détruire. Il nous a blâmés toutes les deux également pour la perte de son poste. Sa réputation, son argent, donc il voudrait se venger de Camille. Sauf si Julia avait fait une pause, réfléchissant, sauf s'ils se sont réconciliés, sauf s'ils ont décidé que leur vrai ennemi étaient tous ceux qui les avaient séparés. M. Quinn. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Gordon lui avait tout raconté, la conversation entendue pendant l'opération, l'enveloppe secrète, le test de paternité montrant que Sophie n'était pas sa fille, les 7 ans de mensonge sur mensonge. Quand il avait fini, Julia était restée silencieuse un long moment. Il joue le long jeu, avait-elle dit enfin. Victor est patient quand il le veut. Et si Camille l'a aidé à planifier ça? Elle avait sorti son téléphone. Puis-je voir ce test de paternité? Gordon lui avait montré la photographie qu'il avait prise. Julia l'avait étudiée attentivement, puis avait commencé à rire d'un son dur, sachant « Quoi ?» avait demandé Gordon. « C'est un faux? Ou plutôt, il a été altéré. Regardez le formatage de l'entête. Voyez comment la police est légèrement différente pour le texte principal. Et la ligne de signature en bas? Ce n'est pas comme ça que le Riverside Medical Center formate ses rapports de tests génétiques. Je le sais parce que notre fille a eu des tests là-bas pour une condition médicale l'année dernière. Le pouls de Gordon s'était accéléré. Vous dites que Sophie pourrait vraiment être la mienne? Je dis que Victor est capable de falsifier des documents médicaux. Il l'a fait avant. C'est en partie pourquoi il a dû quitter Boston. Un patient s'est plaint que Victor avait altéré son rapport de biopsie pour montrer un cancer quand il n'y en avait pas. Juste pour les pousser vers un protocole de traitement coûteux, nous avons réglé hors cours, le monde avait basculé à nouveau. Si le test de paternité est faux, alors pourquoi le créer du tout? L'expression de Julia était devenue calculatrice. Pensez-y. Qu'est-ce que ce document fait psychologiquement? Il vous fait questionner tout sur votre mariage, votre enfant, votre vie. Il brise votre confiance. Et les hommes brisés font des erreurs. Ils veulent me rendre instable. Ils veulent vous mort. M. Quinn. Ou, au moins, légalement vulnérable. Un homme qui découvre que son enfant n'est pas sa fille biologique, qui a été trahi par sa femme pendant des années, cet homme pourrait faire quelque chose d'imprudent, pourrait confronter sa femme violemment, pourrait avoir un accident au travail pendant qu'il est distrait par un tourment émotionnel. Gordon avait senti de la glace dans ses veines. Ils conçoivent des circonstances où ma mort semblerait naturelle ou au moins compréhensible. Et avec vous parti, Camille hérite de tout. Elle et Victor obtiennent enfin leur happy ending. Financé par votre police d'assurance vie, Julia s'était penchée sur la table, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas sur mon ex-mari. Victor garde des enregistrements, obsessives, détaillés. Quand nous avons divorcé, mon avocat a assigné son bureau à domicile. Nous avons trouvé des journaux remontant à des décennies, chaque liaison, chaque complot, chaque personne qu'il sentait l'avoir lésé. C'est comme ça qu'il pense. Comment il planifie? Avez-vous encore des copies? Mon avocate a tout gardé.
Je peux vous les obtenir ?» Le sourire de Julia était vindicatif. « Victor Pug a détruit ma famille. Si vous planifiez de le faire tomber, M. Quinn, je veux aider. » Ils avaient échangé des informations. Julia avait promis d'envoyer par coursier les enregistrements du divorce et les copies des journaux dans 2 jours. Gordon avait promis de la tenir au courant de ses plans. Alors qu'ils se séparaient, Julia avait attrapé son bras. Une chose de plus. Victor a mentionné que Camille avait une sœur, plus jeune. Plus pratique, je ne l'ai jamais rencontrée, mais Victor a dit que la sœur avait averti Camille sur lui. Essayé de la dissuader de la liaison. Le nom de famille était Hutchins. Vous souvenez-vous du nom de la sœur? Melody. Melody Hutchins. Gordon avait pris note, un autre fil à tirer. En rentrant en voiture, il avait appelé Wayne. « J'ai besoin que tu localises quelqu'un nommé Melody Hutchins, sœur de Camille. Et j'ai besoin de savoir s'il y a une connexion entre elle et ce qui se passe. Sur le coup, aussi, je suis entré dans le système de dossiers médicaux de Pug. Gordon, tu dois voir ça. Qu'as-tu trouvé? Tu as été son patient plus longtemps que tu ne le penses? Viens au bureau? Maintenant, chapitre 6. La révélation. Wayne avait déployé son tableau de meurtre en entier quand Gordon était arrivé. Du fil rouge connectait des photographies, des documents et des marqueurs de chronologie. Au centre était un dossier médical. Gordon Quinn, patient du Riverside Medical Center, avait dit Wayne. En tapotant le dossier, tu as eu des rendez-vous là-bas dont tu ne te souviens pas? Il y a 3 ans? Tu es venu pour ce que tu pensais être un examen physique de routine pour un renouvellement de police d'assurance. Souviens-toi de ça? Gordon s'en souvenait, l'entreprise s'agrandissait et il avait besoin d'une couverture mise à jour. C'était standard, analyse de sang, EKG, le truc habituel, exact, sauf que tes analyses de sang ont été traitées par le labo de l'hôpital et le docteur qui les a signées était Victor Pug. Il n'était pas ton médecin principal, mais il avait accès à tes échantillons. Il a gardé mon ADN, mieux que ça, il suit ta santé. Regarde ça! Wayne avait sorti une série de rapports médicaux. Il y a 2 ans, tu as su ce que tu pensais être une grippe intestinale. Tu es allé aux urgences de Riverside. Pug n'était pas le médecin traitant, mais il s'est mis sur la rotation de consultation pour ton cas. A commandé des tests supplémentaires dont on ne t'a pas parlé. Gordon avait scanné les rapports, panel métabolique complet, niveaux hormonaux, marqueurs génétiques pour des maladies héréditaires. Il vérifiait si tu avais des conditions qui pourraient te tuer naturellement, avait dit Gordon lentement, construisant un historique médical. Et quand tu n'avais rien de fatalement pratique, ils ont dû devenir créatifs. Wayne avait sorti le document final, la vasectomie, regarde le rapport opératoire, Pug a noté des complications. Saignement qui a requis une intervention chirurgicale supplémentaire, sauf que tu n'as pas eu de complications, n'est-ce pas? Non. J'ai récupéré parfaitement, à peine de douleur après le premier jour, c'est parce qu'il n'y avait pas de complications. Mais maintenant, il y a un dossier médical disant qu'il y en avait, et ce dossier inclut une décharge de responsabilité que tu as signée si quelque chose va mal avec ta santé urologique à l'avenir. Infection. Dommage. Même cancer dans cette région. Tout est attribué à des complications chirurgicales d'une procédure à laquelle tu as techniquement consenti. Les implications avaient frappé Gordon comme un marteau. Il documente une raison pour que je meure, construisant une piste papier qui fait sembler naturelle ou fait sembler comme une faute médicale qui est à la faute de Pug. Ce qui dédouane Camille entièrement. Elle est la veuve en deuil qui a perdu son mari à cause d'une opération ratée. Elle poursuit l'hôpital, obtient un règlement en plus de l'assurance vie. Elle et Pug attendent un temps respectable. Puis se reconnectent après leur traumatisme partagé. Gordon avait arpenté le petit bureau, son esprit travaillant à travers des scénarios. Il planifie ça depuis des années. Le mariage, Sophie. Déménager ici, tout ça était pour se positionner pour cette fin de partie. Il y a une chose de plus. Wayne avait sorti un dossier financier. Souviens-toi de ses dépôts en espèces à Pug. Je les ai tracés. Ils viennent d'un compte offshore détenu par une société écran et l'enregistrement de cette société liste 2 officiers, Victor Pug et Melody Kaufman. Kaufman. Julia a dit que la sœur de Camille s'appelait Melody Hutchins. Melody Hutchins a épousé Lloyd Kaufman il y a 6 ans. Ils vivent à 2 heures d'ici. Elle travaille comme comptable judiciaire. L'expression de Wayne était sombre. Gordon. La sœur de Camille les aide. Elle blanchit de l'argent, met en place des sociétés écrans. Ce n'est pas juste une liaison et un faux test de paternité, c'est une escroquerie professionnelle, organisée. Gordon avait senti les dernières pièces se mettre en place. 3 d'entre eux, Pugh, Camille et Melody, ils mènent une longue escroquerie sur moi.
et je suis la cible qui est censée finir morte. Ou en prison, ou ruinée financièrement, n'importe quel résultat où ils obtiennent ton argent marche pour eux. Gordon était resté silencieux un long moment, fixant le tableau de meurtre, puis il avait souri, froid et prédateur. Alors, on leur donne ce qu'ils veulent. Wayne avait levé un sourcil, expliqué « Il pense que je suis un imbécile confiant, un bonhomme qui a construit une entreprise réussie par du travail dur et des affaires honnêtes. Il pense que je réagirais émotionnellement, ferais des erreurs, jouerais dans leurs mains. » Gordon s'était tourné vers son ami, donc c'est exactement ce que je ferai. En surface, tu vas les laisser penser que leur plan fonctionne? Mieux que ça, je vais les aider à déclencher leur piège. Et quand ils le feront, nous serons prêts avec un piège à nous. Gordon avait sorti son téléphone et ouvert une application de notes. Voilà ce qu'on va faire. D'abord, j'ai besoin que tu me trouves le meilleur expert en examen de documents judiciaires de l'État. Je veux que ce test de paternité soit analysé et certifié comme frauduleux. Fait. Deuxièmement, j'ai besoin de preuves de la société écran et du blanchiment d'argent. Peux-tu obtenir de la documentation qui tiendra en cours? Je peux l'obtenir, mais ça coûtera. On devra embaucher un spécialiste pour tracer les fonds correctement. Fais-le, l'argent n'est pas un problème. Troisièmement, j'ai besoin d'un levier sur Melody Kaufman. Si elle est la comptable qui gère leur schéma financier, elle est le maillon faible. Trouve tout sur elle. Son mariage, sa vie, ce qui compte pour elle. Wayne avait pris des notes. Et pour Camille et Pug, tu vas juste les laisser continuer à te jouer? Pour l'instant, j'ai besoin qu'ils se sentent me confiants pour croire que je ne suspecte rien. Ça signifie que je rentre ce soir, embrasse ma femme, lise une histoire au coucher à Sophie, et fais comme si tout était normal. La mâchoire de Gordon s'était serrée, et je documente tout, chaque mensonge, chaque absence, chaque moment de cette trahison, parce que quand ça ira en cours, et ça ira en cours, je veux que les preuves soient accablantes. Quel est le but final ici? Gordon, tu veux qu'il soit arrêté? Poursuivi? Quoi? Gordon avait regardé son ami, son expression se durcissant en quelque chose que Wayne n'avait jamais vu avant. Calcul froid mélangé à une fureur justifiée. Je veux qu'il soit détruit. Complètement. Je veux que Pug perde sa licence médicale, sa liberté, tout. Je veux que Camille perde Sophie, perde toute revendication sur mon argent, perde sa liberté aussi, si possible. Je veux que la carrière de comptable judiciaire de Melody soit finie. Je veux que tous ceux qui les ont aidés fassent face à des conséquences. C'est ambitieux. Ils ont essayé de faire de moi une victime. Ils ont fait une erreur. Gordon avait ramassé sa veste. Je rentre, continue de creuser, trouve-moi tout. Et Wayne, ouais, merci de m'avoir cru, de m'aider. Wayne avait serré son épaule. C'est ce que font les amis. Maintenant va, joue ton rôle, sois le mari insoupçonnant. Et laisse-les creuser leur propre tombe. Chapitre 7, la confrontation, 2 semaines plus tard. Gordon avait tout en place. L'expert en documents judiciaires avait certifié le test de paternité comme frauduleux. Les données ADN avaient été manipulées, les en-têtes de l'hôpital forgées, un vrai test de paternité, conduit secrètement via les connexions de Wayne, avait confirmé ce que Gordon savait dans son cœur. Sophie était sa fille. Sa vraie fille. Le spécialiste en crimes financiers avait tracé la piste d'argent de la société écran. Melody Kaufman avait mis en place l'infrastructure pendant 3 ans, déplaçant de l'argent entre comptes, créant des pistes papier qui auraient éventuellement piégé Gordon pour évasion fiscale ou fraude. Le plan était élégant. Quand Gordon mourrait ou irait en prison, Camille revendiquerait l'ignorance, prendrait ses actifs et disparaîtrait avec sa sœur et Pug. Mais maintenant, c'était le moment de renverser le script. Gordon avait appelé Camille ce matin-là de son bureau. « j'ai besoin de travailler tard ce soir. Grande réunion client sur le projet de rénovation de l'hôpital. Ne m'attends pas ?» Elle avait été trop empressée dans sa réponse. « Pas de problème. Sophie et moi aurons une soirée entre filles. » Mais la surveillance de Wayne montrait la vérité. Dans l'heure suivant cet appel, Camille avait texté Victor, puis elle avait déposé Sophie chez une amie pour une soirée pyjama, arrangée à la dernière minute, et conduit au Riverside Towers. Parfait, Gordon était assis dans le van de Wayne, garé en face des tours, regardant le flux vidéo des caméras que Wayne avait installées dans le condo de Pug 2 jours plus tôt. Obtenir l'accès avait requis de corrompre un ouvrier d'entretien et un peu de crochetage créatif. Mais les résultats en valaient la peine. À l'écran, Camille arpentait le salon de Pug. « Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas juste avancer. Ça fait 7 ans. Victor. 7 ans à jouer la femme au foyer pour un homme que je n'aime pas. Patience. Chérie, Pug lui avait tendu un verre de vin.
On y est presque. Les dossiers médicaux sont en place. Tout ce dont on a besoin est le bon moment. Quel genre de moment? Un accident. Quelque chose de plausible. Les chantiers de construction sont dangereux. Une chute? Équipement défectueux. N'importe quoi qui pourrait être attribué à ces complications chirurgicales que j'ai documentées. Pug avait souri. L'assurance de sa propre entreprise paiera en plus de l'assurance vie. C'est parfait. Camille avait bu profondément. Et tu es sûr que ça marchera? Gordon n'est pas stupide. Gordon est exactement assez stupide. Il te fait confiance? Il fait confiance au docteur? Il fait confiance au système? Pug l'avait attiré près. Après toutes ces années, on aura enfin ce qu'on mérite. La maison, l'argent, tout. On vendra Queen Construction à un de ses concurrents, prendront l'argent et recommenceront frais quelque part au chaud. Et Sophie, les mains de Gordon s'étaient serrées en attendant la réponse. Quoi pour elle? La voix de Pug était froide. Elle n'est pas ma fille. En voilà en pension? Mets en place un trust. Tout ce qui la garde hors de notre chemin, elle est juste un dommage collatéral. À l'écran, Camille avait hésité juste un moment avant de hocher la tête. Tu as raison, on est allé trop loin pour devenir sentimentaux. Wayne avait jeté un regard à Gordon. Ça va? Mieux que bien. J'enregistre tout ça. Gordon avait vérifié son équipement d'enregistrement. Tout était clair comme de l'eau de roche. Vidéo et audio, parfaitement admissible en cours. Le détective Lester est en position. Thomas Lester attend avec un mandat. Wayne avait confirmé. Il suit cette affaire depuis que je l'ai briefé la semaine dernière. Il est très intéressé par la fraude médicale et la conspiration pour commettre un meurtre. Gordon avait sorti son téléphone, alors finissons-en. Il avait composé le numéro de Camille. À l'écran, elle avait sursauté quand son téléphone avait sonné, puis vérifié Lydie appelant et froncé les sourcils. « Gordon, je pensais que tu étais en réunion. La réunion s'est terminée tôt. Où es-tu? Je suis passé à la maison et tu n'y es pas ?» Il pouvait voir son esprit tourner sur la caméra. Calculant son mensonge, « Oh, je suis sorti pour des courses. Le magasin était bondé. Je serai bientôt à la maison. Quel magasin? Quoi? Quel magasin? Camille, je te rejoins là-bas. On peut prendre le dîner pendant qu'on y est. » La panique avait flashé sur son visage. « Tu sais quoi? Je pars justement. Je te verrai à la maison. Je t'aime. » Elle avait raccroché rapidement. À l'écran, elle s'était tournée vers Pug. Il pose des questions. Il sait quelque chose. Il ne peut rien savoir. On a été prudent. Mais même Pug semblait inquiet. Gordon avait souri froidement. Wayne passe l'appel. Wayne avait composé le numéro du détective Lester. Ils sont tous les deux dans le condo, discutant de meurtres sur commande et de fraude à l'assurance. On a tout sur bande. Bouger. Dans les minutes, des voitures de police avaient entouré les Riverside Towers. Gordon et Wayne étaient entrés dans le hall du bâtiment, montrant leurs accréditations aux officiers sécurisant l'entrée. Le détective Thomas Lester les avait rencontrés à l'ascenseur. Il était dans la cinquantaine avec des yeux aiguisés et une réputation de haïr les docteurs corrompus. M. Quinn, votre enquêteur, nous a fourni des preuves très intéressantes. On a des mandats pour l'arrestation du docteur Pug pour fraude, conspiration pour commettre un meurtre et malpractice médicale. On a aussi un mandat pour votre femme pour charge de conspiration. Avez-vous assez pour que ça tienne? Entre les enregistrements, les dossiers financiers, les documents falsifiés et le témoignage qu'on obtiendra de Julia Morrison et d'autres. Oui, on a assez. Lester avait vérifié sa montre. Temps de ruiner la soirée de certains. Ils avaient pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de Pug. Le moment semblait surréaliste. Gordon avait imaginé ce moment pendant des semaines. Mais la réalité était en quelque sorte à la fois plus satisfaisante et plus douloureuse qu'il n'avait anticipé. 4 officiers flanquaient Lester alors qu'il frappait à la porte de Pug. « Dr. Pugh, c'est la police. Ouvrez la porte. » Silence. Puis des chuchotements frénétiques à l'intérieur. Finalement, la porte s'était ouverte. Pug se tenait là, essayant de sembler calme. « Officier, de quoi s'agit-il? Dr. Victor Pugh, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration pour commettre un meurtre. Fraude et falsification de documents médicaux. Lester s'était avancé avec des menottes. Vous avez le droit de garder le silence. » Camille était apparue derrière Pug, son visage blanc. Puis, elle avait vu Gordon debout dans le couloir, et son expression s'était transformée d'abord en choc, puis en compréhension, puis en rage. « Tu savais ?» avait-elle craché. « Tu savais tout du long. »« Pas tout du long ?» avait dit Gordon calmement, « mais assez longtemps. Assez longtemps pour vous observer, assez longtemps pour rassembler des preuves. Assez longtemps pour m'assurer absolument que vous passeriez la prochaine décennie en prison. Espèce de salaud. Madame Quinn,
Vous êtes aussi en état d'arrestation. Un autre officier s'était avancé avec des menottes, conspiration pour commettre un meurtre, fraude, blanchiment d'argent et complice de malpraxise médicale. Alors qu'il la menottait, Camille avait fixé Gordon avec une haine pure. « Sophie est ma fille, ma vraie fille. Le test de paternité était faux. Souviens-toi » ?»« Oh attends, tu le savais ?» La voix de Gordon était de glace. « Tu as essayé de me faire penser que mon propre enfant n'était pas la mienne. Tu sais ce que ça fait de toi? Pas juste une criminelle, un monstre. Gordon, s'il te plaît ?» Maintenant elle pleurait, le masque glissant. « Je t'aime. Je n'ai jamais voulu. Garde ça pour le juge. » Gordon s'était tourné vers le détective Lester. Il y a un troisième conspirateur, Melody Kaufman, la sœur de Camille. La comptable judiciaire qui a mis en place leurs sociétés écrans, déjà en train d'être ramassée en ce moment même, avait confirmé Lester. On a des officiers chez elle maintenant. Ils avaient emmené Camille et Pug menottés. Gordon les avait regardés partir, ne ressentant rien d'autre qu'une satisfaction froide. Dans le couloir, plusieurs autres résidents étaient sortis pour regarder le spectacle. Parmi eux, Gordon avait remarqué une femme âgée qui vivait à l'étage de Pug, une Madame Rhodes que Wayne avait interviewée pendant l'enquête. Elle avait croisé son regard et lui avait donné un petit hochement d'approbation. Chapitre 8. Les suites. Le procès avait pris 8 mois à préparer. Pendant ce temps, la vie de Gordon était devenue une routine soigneusement gérée, gérer Quinn Construction. S'occuper de Sophie et travailler avec les procureurs pour construire un dossier étanche. Sophie avait été confuse au début quand maman n'était pas rentrée. Gordon l'avait assise avec une psychologue pour enfants présente et expliquait en termes adaptés à son âge que maman avait fait de très mauvaises choses et avait dû partir. « Est-ce qu'elle reviendra ?» avait demandé Sophie, ses yeux gris, les yeux de Gordon, inquiètes. « Je ne sais pas, ma chérie, peut-être un jour, mais toi et moi, on va s'en sortir, je te le promets. » Et il l'avait fait. Gordon avait embauché une nounou, Naomi Delaney, une femme chaleureuse dans la quarantaine qui avait élevé 3 enfants à elle. Elle avait aidé Sophie à s'adapter, aidé Gordon à s'adapter, et lentement leur maison était redevenue un foyer au lieu d'une scène de crime. Les preuves contre les conspirateurs étaient accablantes. Les enregistrements du condo de Pug seuls auraient suffi. Mais Gordon et Wayne avaient construit un dossier qui ne laissait aucun doute. Pièce A, le test de paternité falsifié, avec le vrai montrant que Sophie était la fille biologique de Gordon. Pièce B, les dossiers médicaux forgés documentant de fausses complications de la vasectomie de Gordon. Pièce C, dossier financier montrant la société écran, le blanchiment d'argent et la fraude planifiée. Pièce D, message texte entre Camille et Pug discutant du plan « Et quand sera-t-il fait ?» Pièce E, le témoignage de Julia Morrison sur l'histoire de fraude médicale de Pug et le pattern de schéma de vengeance élaboré de son ex-mari. Pièce F, les enregistrements du condo, incluant la discussion glaçante d'arranger l'accident de Gordon. Gordon était assis dans la salle d'audience chaque jour du procès, regardant chaque pièce de preuve présentée. Il avait regardé l'avocat de la défense de Camille, essayé de la peindre comme une victime de la manipulation de Pug. Un récit qui s'était effondré quand les procureurs avaient montré des textes où Camille avait suggéré des façons spécifiques de tuer Gordon. Il avait regardé l'avocat de Pug essayer de revendiquer que les dossiers médicaux étaient illégitimes et que Gordon menait une chasse aux sorcières. Une défense qui s'était effritée quand des experts témoins avaient témoigné sur les documents falsifiés et il avait regardé Melody Kaufman, qui avait pris un accord de plaider coupable en échange de témoignages. Elle avait été la première à craquer, le maillon faible que Gordon avait prédit. Elle avait expliqué en détail comment elle avait mis en place l'infrastructure financière, comment elle avait su pour le plan de tuer Gordon, mais se l'était justifié comme juste aider ma sœur. « Saviez-vous qu'il planifiait de tuer Gordon Quinn ?» avait demandé le procureur. La voix de Melody était à peine audible. « Oui. Et avez-vous fait quelque chose pour l'arrêter ?»« Non. » À la barre des témoins, Gordon avait raconté une histoire, la conversation entendue pendant l'opération, son enquête, le moment où il avait réalisé que son mariage entier était un mensonge. Sa voix n'avait jamais vacillé, ses yeux n'avaient jamais quitté le jury. « Aimiez-vous votre femme ?» avait demandé l'avocat de la défense pendant le contre-interrogatoire. « J'aimais qui je pensais qu'elle était, » avait répondu Gordon. « Je n'aimais pas l'escroc qui me voyait comme une cible. » Le jury avait délibéré pendant 3 heures. Victor Pugh, coupable sur tous les chefs, condamné à 25 ans de prison fédérale. Licence médicale révoquée définitivement et ordonné de payer restitution à Gordon et à d'autres victimes de sa fraude médicale. Camille Quinn, coupable sur tous les chefs,
Condamnée à 18 ans avec éligibilité à la libération conditionnelle après 12, si elle montrait un remords sincère, Melody Kaufman. Coupable, mais son accord de plaider coupable et sa coopération signifiaient qu'elle recevait 8 ans. Avec 3 déjà purgés et possibilité de conditionnel dans 18 mois, Gordon était assis à côté de Wayne dans la salle d'audience alors que les verdicts étaient lus. Camille s'était tournée pour le regarder une dernière fois avant qu'il l'emmène. Ses yeux ne tenaient aucun remords, seulement la fureur d'avoir été attrapé. Gordon ne ressentait rien d'autre que la paix. Chapitre 9. Nouvelle fondation. 1 an après le procès, Gordon Quinn se tenait dans son jardin arrière, regardant Sophie jouer sur le nouveau portique. Elle avait 7 ans maintenant. S'épanouissant malgré tout, elle demandait parfois sur Camille, et Gordon répondait honnêtement, adapté à l'âge mais honnêtement. « Te manque maman ?» avait-elle demandé la semaine dernière. « Me manque, qui je pensais qu'elle était, avait répondu Gordon. « Mais je suis content chaque jour que je t'ai. Moi aussi, papa. » Naomi Delaney était devenue plus qu'une nounou. Elle était devenue famille. Elle et Sophie s'étaient liées profondément. Et Gordon s'était trouvé à attendre avec impatience les matins quand Naomi arrivait avec du café dans sa présence stable. Quinn Construction s'était agrandi sans le drain financier des comptes secrets de Camille et de l'escroquerie de Melody. L'entreprise était plus profitable que jamais. Gordon avait embauché 3 nouveaux gestionnaires de projets et pris 2 contrats municipaux majeurs. Mais le meilleur moment était venu 3 mois après le procès. Quand Gordon avait officiellement adopté Sophie, la juge, une femme stricte nommée Beverly Flowers, avait revu le cachet diamant. Elle avait lu sur le faux test de paternité, sur la trahison de Camille, sur le combat de Gordon pour prouver que Sophie était sa fille biologique. « M. Quinn, avait dit la juge Flowers, cette cour trouve que vous êtes, en effet, le père biologique de Sophie, et que le test de paternité présenté par les défendeurs était frauduleux et malveillant. Cependant, je comprends que vous cherchez à adopter officiellement votre propre fille. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?» Gordon s'était levé, la main de Sophie dans la sienne. « Votre honneur. Pendant 5 ans, j'ai aimé Sophie comme ma fille, sans jamais le questionner. Puis pendant quelques semaines horribles, j'ai cru qu'elle pourrait ne pas être la mienne. La biologie compte, je suis reconnaissant qu'elle soit biologiquement la mienne, mais ce qui compte plus est ceci. Même si elle ne l'était pas, je serais encore ici à demander d'être son père. Parce que c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours été, et je veux que ce soit formalisé d'une manière que personne ne puisse jamais questionner à nouveau. » La juge Flowers avait souri. Rare pour elle. Adoption accordée. M. Quinn. Vous êtes officiellement le père de Sophie de toutes les manières possibles. Joe, félicitations. Ils avaient célébré avec de la glace et un voyage aux zoo. Plaisir simple, plaisir honnête. Wayne Riddle passait à la maison au moins 2 fois par semaine, apportant habituellement de la nourriture à emporter et restant pour dîner. Il était devenu oncle Wayne pour Sophie et l'ami le plus fiable de Gordon. Il ne parlait plus du cas, sauf si nécessaire pour la poursuite civile. Gordon poursuivait Pug, Camille et Melody pour dommages. Et le règlement financerait probablement l'éducation universitaire de Sophie entièrement. « Tu penses jamais à sortir à nouveau ?» avait demandé Wayne un soir, regardant Gordon retourner des burgers sur le grill. « Peut-être un jour, pas maintenant. Sophie a besoin de stabilité. Et honnêtement, j'ai besoin de me rappeler ce que ça fait de faire confiance à quelqu'un. » Gordon avait servi les burgers. Mais je ne suis pas opposé à ça éventuellement. Quand je serai prêt, bien. Parce que Naomi m'a demandé si tu voyais quelqu'un. Gordon avait levé les yeux brusquement. Elle l'a fait. Wayne avait souri. Détends-toi. Elle demandait pour une amie, apparemment. Mais je pensais que tu devrais savoir qu'elle fait attention. Gordon avait considéré ça. Trouvé qu'il n'était pas opposé. Naomi était gentille, intelligente et se souciait genuinement de Sophie. Mais c'était trop tôt. Ils avaient traversé trop. Dis à son ami que je suis flatté, mais concentré sur être un papa en ce moment, je le ferai. Ce soir-là, après que Sophie soit au lit, Gordon s'était assis dans son bureau à domicile et avait sorti un journal. Il documentait tout depuis le procès, pas pour des raisons légales, mais pour lui-même. Traitement la trahison, la colère, l'acceptation éventuelle. Il avait écrit « Aujourd'hui était une bonne journée. Sophie a perdu sa première dent. Naomi a fait ses cookies préférés. L'entreprise est forte. Je suis fort. Ce que Camille et Victor ont essayé de me faire devenir, ça n'a pas marché. Ils voulaient me briser, mort ou en prison. Au lieu de ça, je suis libre. Ma fille est en sécurité. Justice a été rendue. J'ai appris que la force n'est pas de ne jamais être trahi. C'est ce que tu fais quand quelqu'un essaye de te détruire. C'est combattre intelligemment. Pas juste durement,
c'est construire quelque chose de mieux des cendres. Queen Construction me survivra? Sophie grandira en sachant que son père a combattu pour elle, l'a protégée, l'a aimée, c'est l'héritage qui compte. Il avait fermé le journal et regardé la photo sur son bureau, lui et Sophie Ozo, tous deux souriants, de la glace sur son nez. Réel, honnête, vrai, Gordon Queen avait été ciblé, trahi et presque détruit. Mais il avait riposté avec intelligence, patience et détermination. Il avait protégé ce qui comptait, puni ceux qui l'avaient lésé et construit une meilleure vie des ruines de son mariage. L'enveloppe qu'il avait entendu Victor Pug discuter était censée le détruire. Au lieu de ça, c'était le premier fil qui avait démêlé ses ennemis complètement. Et Gordon, il n'avait jamais été plus fort. Épilogue. 5 ans plus tard, Gordon reçut une lettre. C'était de Camille, envoyée de la prison pour femme, où elle purgeait sa sentence. Il avait presque jeté ça sans l'ouvrir. Mais la curiosité l'avait emporté. « Gordon, je n'écris pas pour m'excuser. Nous savons tous les deux que je ne suis pas désolé. Je suis désolé d'avoir été attrapé, mais pas d'avoir essayé. Tu as toujours été trop bon, trop honnête, trop naïf. Tu mérites ce qu'on avait planifié pour toi. Mais j'écris pour te dire quelque chose que tu devrais savoir. Sophie demande sur moi. Je reçois des lettres de son professeur disant qu'elle parle de manquer sa mère. Tu penses peut-être que tu as gagné, mais tu as privé ma fille de sa mère. C'est sur toi. Un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre, elle te haïra pour nous avoir séparés. Elle réalisera que tu as détruit sa famille, et ça sera ma revanche. Savoir que éventuellement tu la perdras aussi. À bientôt. Gordon lut la lettre une fois, puis la passa dans son destructeur de documents de bureau. Sophie, maintenant 12 ans, avait arrêté de demander sur Camille il y a des années. Elle avait Naomi, qui était officiellement devenue Madame Queen. 2 ans plus tôt, dans une petite cérémonie dans le jardin, elle avait son père, son oncle Wayne, ses amis, son école. Elle avait une vraie famille. Ce soir-là, Sophie avait fait irruption dans son bureau, excitée par le projet scientifique pour lequel elle avait gagné la première place. Gordon l'avait tirée dans une étreinte, et elle avait ri. Ce rire pur, venu d'un enfant qui se sentait en sécurité et aimé. « Papa, tu m'écrases. Désolé. Petite, juste vraiment fière de toi. Je sais, tu l'es toujours. » Elle avait embrassé sa joue et couru montrer son ruban bleu à Naomi. Gordon avait regardé la lettre déchiquetée dans sa poubelle, puis sa fille, disparaissant dans le couloir, et sourit. Camille avait tort, elle avait tout perdu, sa liberté, sa fille, son avenir. Elle pouvait envoyer des lettres amères de prison, mais ça ne changeait pas la réalité. Gordon Queen avait gagné complètement, enfin, pour toujours, et il avait gagné chaque moment de cette victoire. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. That's so interesting. I feel like you might have to add more questions, babe. I guess how fast you answer it matters. But like, I don't remember how many people can play. But what if there's like a 1,000,000-way tie? We have to give him more chances to get it wrong. Damn. Okay, babe. Can you still add more? Maybe I'll start thinking of questions. I guess 22 is a good amount. Nuri, you are so right. If you lose, it is rigged. You're just short on time. This is true. Babe, you should add why you guys started cosplaying Ellie. Or like, what my usernames mean or shit like that. Oh, I shouldn't say this on stream. Guys, if you're here, I guess that's a hint. Perchance. Perhaps.
Sorry, I'm trying to read. Yeah. Nuri. Anime daddy? Preferably not. Oh my gosh. Guys, I was like, oh, I should go get toilet paper to blow my nose. But my girlfriend got me... Guys, I love these little cats so much. They're Mofu-san cats or whatever. Or just any of the cats that look like this. They make me so giddy. Ow. I just hurt my finger. Look at him. Here, wait, let me get my shark cat. Look at him. He's so cute. Oh, my teeth look so yellow. Look at them. I even have it on my little earbuds case. Wait. My girlfriend got me a lot of stuff of them because she knows how much I like them. But they're so cute. Look at them. Oh my god, they're so cute. Oh my goodness. Thank you for the sub. We can't appreciate how sweet Kaylin is. She's my favorite person ever, actually. My favorite animal? You almost got me there. I almost said it. What's his name? I didn't name him yet. I don't name things. Oh, look how cute the little drawing is. Oh my gosh. I think they're just the cutest. I really do. They're so cute. I was at the mall with Kaylin and we saw this in one of the shop windows. I was like, oh my god, I need it. So she got it for me. I'll put him here for now. He watches me sleep. He's like, I have Cinema Roll and I have him. But he's like right in front of my face.